Bonjour à tous, bienvenue pour ce workshop stratégie en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. Merci d'être présents, merci aussi aux auditeurs qui nous suivent en direct sur YouTube. Voilà, donc nous allons débuter tout de suite. Je me présente rapidement, je m'appelle Ferdinand Kersenbrock, je suis journaliste pour stratégie, j'interviens sur les questions et les sujets de médias et d'innovation. Nous allons aborder une question majeure aujourd'hui dans la communication des marques. L'archive audiovisuelle est-elle la nouvelle pépite du brand content des marques? Donc pour venir parler de ce sujet, je vais appeler tout de suite à venir me rejoindre sur scène Philippe Sartori. Voilà, vous pouvez l'encourager, l'applaudir. Philippe Sartori, qui est responsable du département distribution et solutions professionnelles de l'INA. J'appelle ensuite à nous rejoindre sur scène, Olivier Porchereau, chef du service commercialisation et conseil en formation de la DG Campus à l'INA. Et ensuite, Arnaud Delhommel, directeur exécutif et rédacteur en chef de la plateforme Néo TV. Merci à tous les trois. L'Institut national de l'audiovisuel, tout le monde connaît, ou on pense connaître. On connaît les grandes missions, la conservation des archives de l'audiovisuel public, mais aussi de toutes les entreprises qui le souhaitent, l'exploitation de ces collections d'archives, le dépôt légal, l'innovation et la recherche. La formation, c'est peut-être un domaine un peu moins connu, on en parlera tout à l'heure. Quelques chiffres pour mesurer ce qu'est le monument l'INA. C'est 24 millions d'heures de documents télé-radio, 183 chaînes télé-radio captées, 2,4 millions d'heures d'archives professionnelles. Alors ça comprend les archives des établissements publics, mais aussi des entreprises privées. Près de 18 000 sites web qui sont scrutés en permanence. Ça correspond à 120 milliards d'URL scrutés depuis 1996. Et aussi 16 000 comptes Twitter, soit près de 3 milliards de tweets collectés depuis 2016. Et évidemment, ce fonds est valorisé. Ça représente 1,2 milliard de vidéos vues sur l'ensemble des plateformes, 3 millions d'abonnés sur les 42 chaînes YouTube de l'INA, 2,5 millions de fans sur Facebook, mais aussi près de 2,5 millions d'heures de programmes numériques accessibles en ligne pour les professionnels. On y reviendra un petit peu plus tard, tout à l'heure. Allez, c'est parti pour 55 minutes d'échange avec nos trois intervenants. Vous aurez la possibilité d'intervenir à la fin de cet échange, poser des questions et solliciter nos intervenants. Et c'est valable aussi pour les auditeurs, les internautes qui nous suivent en live sur YouTube. Je vais vous demander à nos trois intervenants de se présenter et surtout de nous dire quel lien ils ont avec le brand content des marques. Philippe Sartori, si vous voulez bien commencer. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Ferdinand. Donc moi je suis Philippe Sartori, je m'occupe plus particulièrement à l'INA de la distribution de nos contenus auprès des professionnels des médias et de la communication en France et à l'international. Cette activité de distribution, elle existe déjà depuis pas mal de temps à l'INA. Elle a évolué en fonction de l'évolution aussi des usages, de la façon dont on produisait des contenus audiovisuels et de la façon dont on les diffusait. Et en fait, cette activité, elle s'appuie sur le savoir-faire éditorial de l'INA et sa dimension patrimoniale, son caractère média patrimonial que l'INA aujourd'hui revendique. Quelques chiffres qui ont été donnés par Ferdinand en introduction, on les retrouve ici, ils ont été actualisés depuis, où vous voyez en fait on va dire l'efficacité et l'impact de notre patrimoine audiovisuel auprès du grand public. On réussit à être présent sur l'ensemble des plateformes et à générer pas mal d'audience, et donc ce qui montre déjà que ce patrimoine audiovisuel intéresse les publics, tout type de public. Et par rapport au brand content,
On sait tous que la communication de marque a évolué depuis pas mal de temps, qu'aujourd'hui elle a une couleur beaucoup plus médiatique qu'auparavant, que la marque a des obligations de communication qui sont beaucoup plus fortes auprès de tous ses publics, que ce soit en interne ou en externe, l'obligation de prendre la parole très régulièrement. Et en fait, au regard des résultats qu'on a pu constater, nous, en tant qu'éditeurs de services et utilisateurs de nos contenus sur les différents canaux, c'était tout naturellement qu'on s'est tourné vers le brand content en disant que ce patrimoine audiovisuel pouvait faire sens et répondre à des enjeux de brand content pour les marques, en tout cas pouvait leur amener une autre forme de brand content. Voilà. Très bien, merci Philippe. Olivier, une autre activité qui n'est pas très connue ou peut-être moins connue de l'INA, c'est la transmission des compétences. Oui, exactement. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être présent. Je suis Olivier Porchereau, donc en charge de la commercialisation de l'ensemble de notre offre de formation, que ce soit sur catalogue ou sur mesure. En fait, vous avez raison, Ferdinand, de dire que d'habitude, on parle beaucoup du patrimoine quand on parle de l'Institut national de l'audiovisuel, mais il y a toute une action de formation, toute une activité de formation et de conseil qui est assez dense et qui existe depuis la création de l'Institut. Alors, le brand content avec l'audiovisuel, oui, non, pourquoi? En fait, on s'est aperçu en tout cas que notre activité qui était vraiment centrée sur les médias, que ce soit les médias publics, donc la formation des professionnels des médias publics, la formation des professionnels des médias privés, en fait se transférait, ou en tout cas que les besoins, que les savoir-faire, les compétences, les pratiques étaient demandés aujourd'hui par des entreprises du secteur hors médias. Et pourquoi faire? Évidemment au service de ce brand content dont on parle. Donc en fait, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire et que ça pourrait être intéressant d'adresser cette nouvelle cible, parce qu'en fait, vous le verrez un petit peu plus loin, on en reparlera, mais il y a vraiment une augmentation des demandes des entreprises du secteur hors médias pour venir acquérir les compétences des médias. Donc là, quelques chiffres sont passés. Donc on a un centre de formation. On a donc formation initiale, formation professionnelle. Merci beaucoup. On forme 450 étudiants chaque année. On forme plus de 3000 personnes. On a 8000 mètres carrés de surface. Voilà, ça c'était histoire de faire montrer un petit peu notre capacité. Mais surtout, on adresse vraiment des personnels qui vont être des futurs professionnels pour la formation initiale, et dans le cadre des formations professionnelles, des gens qui sont déjà en activité, qui ont besoin soit de reconversion, soit d'acquérir de nouvelles compétences, soit aussi d'acculturation simplement. Et c'est vrai que c'est régulièrement une demande de la part de nos clients du brand content sur cette thématique. Et puis donc on a une activité à côté de cette partie formation, on a une activité de conseil et qui en fait nous permet d'accompagner des entreprises, des institutions internationales ou nationales sur la partie sauvegarde des fonds audiovisuels. Donc on pourrait y revenir à la fin lors des questions si vous le souhaitez, mais je crois que j'ai été assez long déjà. Très bien, c'est parfait. Merci Olivier. Arnaud Delamel, vous êtes le rédacteur en chef de la plateforme Néo TV. Vous allez nous présenter Néo TV et vous êtes venu aussi avec un exemple de ce que vous réalisez qu'on diffusera. Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour parler brand content, parce qu'évidemment Néo est, comme de nombreux médias sur les réseaux sociaux, financé en partie par le brand content. Le brand content, donc il faut inventer des formats, il faut travailler avec des partenaires comme l'INA. Et en fait, on va vous présenter une petite vidéo qui résume Néo, qui est le premier média social de la proximité et des territoires. Donc c'est un média généraliste national, mais qui a toujours envie de traiter l'information par un prisme local. Et le mieux, c'est qu'on regarde la vidéo dès 1 an, donc c'était déjà il y a 1 an, mais qui résume bien ce qu'on fait. Bonjour Néo, comment ça va? Vous voulez que je vous aide, les garçons? C'est vrai? Vous croyez pas un mot de ce que je vous raconte là? Et on est bien en Sommière. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en fous de Paris, d'aller dans tous ces pays que je ne connais pas. Je travaille 7 jours sur 7, je m'arrête pas. Je continuerai à faire des frites tant que je serai vivant. Bienvenue à la maison de Blanche-Neige. Ouais, c'est pas mal. Ani kone shawani.
par les Français. Merci Néo. Voilà, Quelques mots pour compléter cette vidéo. Oui, pour compléter. Alors là, c'était la vidéo d'il y a un an déjà. Là, on approche de la fin de la deuxième année et les chiffres ont bien grimpé depuis et c'est tant mieux puisqu'on approche les 1 milliard de vues. On a près de 900 000 abonnés sur les réseaux sociaux maintenant. Et le dénominateur commun qui nous rassemble avec l'INA, c'est que nous aussi, on est un média qui promeut le patrimoine commun et un média avec de l'engagement positif. Voilà, on a les taux d'interaction les plus positifs du marché parce qu'on est apolitique et on met en avant ces Français qui innovent, qui permettent de réinventer le monde de demain ou qui entretiennent le patrimoine du passé. Très bien, merci à tous les trois. On va commencer l'échange. Philippe, peut-être, je vais vous demander de redéfinir ou de nous expliquer ce que c'est une archive audiovisuelle et en quoi elle peut s'inscrire dans la stratégie de communication globalement des marques et des entreprises. Oui, c'est le sujet de notre rencontre, là, de notre échange de cet après-midi. Donc, effectivement, l'archive est un matériau éditorial particulier. Plutôt riche, en tout cas quand je parle des archives audiovisuelles de l'INA, riche dans le sens où c'est un contenu qui raconte déjà une histoire, qui porte un récit, qui permet de transmettre énormément de sens, de véhiculer de l'émotion. On va au-delà de la simple image d'illustration. Les archives audiovisuelles, et particulièrement celles de l'INA, ont été produite il y a un certain temps pour faire une photographie d'une actualité, d'un sujet de société. Et en fait, la particularité de cette archive, c'est qu'en fait, elle parle de nous, elle parle de nos sociétés, de nos évolutions. Et on le voit par rapport aux chiffres d'audience qu'on arrive à enregistrer, c'est que ce contenu résonne en nous, puisqu'en fait, il nous fait réagir. Et ce qu'on observe, nous aussi, avec cette archive audiovisuelle, c'est qu'elle a une très, très haute capacité à engager les publics. Elle ne laisse pas indifférente. Et donc, elle permet de répondre à pas mal d'objectifs d'information, de divertissement, et donc de création de liens. Globalement, on a des fragments d'histoire dans ce patrimoine audiovisuel, et c'est ça la particularité d'un patrimoine audiovisuel, c'est qu'en fait, constitue en fait l'histoire. Donc, en l'occurrence, là, c'est l'histoire de l'audiovisuel français, mais si on décline ça aux problématiques de l'entreprise qui font l'effort de conserver le patrimoine audiovisuel, d'avoir son patrimoine audiovisuel, c'est garder son identité, garder son histoire tout au long de son existence. Et donc, grâce à ce matériau, on va pouvoir raconter, et donc là, on repart sur la question du brand content, créer de nouvelles histoires, soit à partir, en l'occurrence avec les archives de l'INA, soit en partant de petits fragments, donc la petite histoire, soit de la très grande. Et l'intérêt de ce matériau, c'est d'avoir et on le voit à l'écran, c'est de s'appuyer sur cet héritage pour avoir des éléments très factuels, de témoignages, de preuves. Et aujourd'hui, dans la problématique des marques en termes de communication, et notamment sur le brand content, je pense que c'est ce qu'attendent les publics. Et si on poursuit effectivement sur la question de comment, le slide d'avant, sur le storytelling de marque et comment cette archive peut être utilisée, effectivement, lorsqu'on est confronté à une archive, on peut être surpris parce qu'elle peut être en noir et blanc, elle peut être en couleur, elle va embarquer un ton, un phrasé particulier. Vous regardez une image des années 60, c'est pas la même chose que lorsque vous regardez un extrait de JT de Laurent Delahousse en 2020. Et donc, c'est en fait finalement cette caractéristique, c'est une force créative. Parce que ça va vous obliger en tant que créateur de contenu à vous sortir des standards et à proposer quelque chose de nouveau. Et encore une fois, nous, on voit que ça fonctionne. Et je pense que Arnaud, tu pourras le dire aussi, sur Néo, qui utilise quelques-uns de nos contenus, on voit que l'archive n'est pas un obstacle à l'engagement des publics et des jeunes publics sur les plateformes digitales, bien au contraire, parce que finalement, elles embarquent autre chose qu'un élément visuel. C'est beaucoup plus que ça. Et le brand content, c'est aussi cette capacité pour une marque à révéler son identité, à l'ancrer dans un terrain de communication, un territoire de communication. C'est ça le plus de l'archive audiovisuelle. Et il y a deux autres arguments qui sont quand même assez intéressants à noter, c'est que ça permet aux créateurs de contenu de proposer une autre expérience éditoriale. On peut sortir du simple face cam qu'on voit beaucoup et qui fonctionne très très bien. Avec l'archive, vous pouvez mixer des techniques
de montage, mixer des façons d'écrire et de publier vos idées sur le web et sur les plateformes. Et le dernier point que je pourrais ajouter, et qui est plutôt d'actualité, c'est que ça permet de s'inscrire dans une autre démarche de production, on va dire plus raisonnée. C'est quand même dans l'air du temps. Et ça fait écho à un chiffre que j'ai lu hier dans Stratégie, qui révélait une très bonne lecture. Très bonne lecture, en effet. Je lis tous les jours dans la newsletter, et qui disait que 75% des Français estimaient que les marques ne faisaient pas assez pour réduire l'empreinte carbone de leur communication. Alors, je ne dis pas que l'archive est la solution à tout. Néanmoins, utiliser de l'archive pour fabriquer une vidéo, en tout cas s'appuyer son patrimoine audiovisuel pour produire des nouveaux contenus, va dans le sens de la production raisonnée, en tout cas aujourd'hui dans cette capacité à mieux maîtriser ses moyens. Alors justement, je rebondis par rapport à ce terme de patrimoine et aussi à chaud par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, juste avant l'intervention. Vous parliez de l'archive, en fait, on n'en a pas conscience, mais une vidéo qui est diffusée il y a 1 heure, c'est déjà une archive. Il faut intégrer ça dans la stratégie des marques, dans la stratégie d'archivage, de conservation et de réutilisation. Et j'aime bien ce terme que vous avez utilisé de fragment d'histoire. Voilà. Les marques n'ont pas suffisamment conscience, peut-être, qu'elles ont des fragments de leur propre histoire, parce que, effectivement, l'INA, c'est l'histoire commune, entre autres. Voilà. En quoi ces fragments d'histoire et ce patrimoine privé peut-il être vraiment valorisé par les marques et les entreprises? Alors, en effet, nous, ce qu'on constate, parce qu'on est en contact tous les jours avec des entreprises qui se posent cette question du patrimoine audiovisuel, enfin, de 2 façons. La première, c'est on nous sollicite pour savoir s'il y a des contenus qui les concernent dans nos archives, dans nos fonds. Et dans la majorité des cas, c'est le cas. On a des contenus, a priori, de toutes les grandes entreprises, de toutes les entreprises françaises. Mais effectivement, cette question du patrimoine, il y a très très peu d'entreprises qui se la posent. En fait, c'est une question qu'elles perçoivent sous l'angle du coût. C'est-à-dire qu'on voit la question du patrimoine comme d'abord une dépense, alors qu'il faut voir plutôt ça sous l'angle de l'investissement et de la création de valeur qu'il y a derrière lorsqu'on se donne les moyens finalement d'archiver, de préserver ce que l'on produit. Et c'est, je dirais, d'autant plus flagrant qu'une entreprise aujourd'hui, lorsqu'elle est très impliquée dans sa communication, dépense pas mal d'argent, pas mal de temps, pas mal de budget pour produire des contenus et être présent sur son Instagram, sur son Twitter, sur son YouTube, etc. Et ça, c'est super. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais la question qu'on doit aussi se poser, c'est qu'est-ce que je fais de ces contenus? Comment je les stocke? Comment je les archive? Comment je les indexe? Pour rentrer dans une dynamique vertueuse du recyclage et du recyclage avec en tête pas l'idée de se répéter, mais l'idée en m'appuyant sur cette identité, sur cet héritage, je vais pouvoir continuer à innover sans oublier d'où je viens. Alors il y a des entreprises, il y a des secteurs qui ont une appétence par rapport à l'archive. Je pense notamment aux marques de luxe, aux maisons de luxe, qui ont, je dirais, par rapport à leur culture, grâce à leur culture, ce rapport à l'histoire que certaines autres entreprises, d'autres secteurs n'ont pas. Et on le voit, voilà, des entreprises comme Chanel, comme Dior réussissent déjà, à conserver ce patrimoine, mais surtout à le faire sortir du coffre-fort, à l'utiliser dans leur communication. Et je trouve ça très intéressant. Il y a l'automobile aussi qui parfois, en fonction des sujets, fait ce retour sur, alors plutôt dans des phases de célébration autour de modèles mythiques comme la 2 chevaux, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même certains secteurs qui ont un goût un peu particulier pour l'archive, et c'est tant mieux. Très bien, merci. Arnaud, vous êtes un producteur de télé à la base. En quoi les marques ont-elles la nécessité aujourd'hui d'éditorialiser leur contenu audiovisuel et vidéo? À mon sens, à plusieurs égards. Déjà parce que certaines marques lancent leur propre plateforme, deviennent elles-mêmes des médias, à travers leur réseau de communication classique ou des plateformes ad hoc qui correspondent à une particularité d'un secteur d'activité.
elles veulent mettre en avant certaines démarches. Et puis par ailleurs, on fait face à une défiance de la part du public envers les médias traditionnels. Donc la meilleure méthode pour rassurer le public, pour créer une communauté, c'est de faire de l'information, de raconter des histoires à base de personnages. Donc nous, quand on travaille avec les marques, il y a un gros travail de casting aussi, où on va chercher l'information, on va chercher les bonnes histoires, les personnages qui vont raconter quelque chose en lien avec les marques. Je rebondis sur ce que disait Philippe. La manière de raconter une histoire aussi, c'est s'appuyer sur des archives pour s'inscrire dans la durée, montrer qu'on a des savoir-faire qui datent de plusieurs siècles parfois, de plusieurs décennies, des savoir-faire qui ont évolué, ça peut mettre en perspective une modernisation des outils de travail. Et puis, ce que je voulais dire aussi, ce qui est important pour les marques de travailler sur des programmes fiables avec de l'information, avec des contenus qui sont sourcés et éditorialisés, c'est parce qu'on fait face aussi sur les réseaux sociaux à de nombreux contenus qui comportent de la désinformation. Il y a une récente étude qui est parue et sur certains réseaux sociaux, un contenu sur 5 présente une désinformation. Donc voilà pourquoi c'est important d'éditorialiser, de rassurer son public, de créer un sentiment d'appartenance et puis de surfer sur des valeurs communes. Là, par exemple, on va regarder deux sujets que nous avons réalisés à partir d'images d'INA, et ce sont des sujets qu'on aurait très bien pu faire pour des marques, pour mettre en perspective une évolution de la société, ou alors une évolution du système d'information au fil du temps. Alors, il y a une vidéo que vous allez voir qui est un peu plus éditorialisée, donc on raconte une histoire avec ça, c'est comment les présidents français ont annoncé leur réélection dans le temps, de Jacques Chirac enfin pas leur élection, mais leur nouvelle candidature de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy. Alors, vous allez voir qu'un extrait. En commençant par François Mitterrand, d'ailleurs. En commençant par François Mitterrand. Et c'était justement pour, quand on attendait l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron, voir comment lui allait se positionner par rapport à ses prédécesseurs. Et puis on a une archive plutôt brute, et c'est ça que j'aime chez INA Media Clip, c'est qu'on a tout un tas d'archives qui sont déjà travaillées, déjà prédécoupées. Donc nous, on se contente, j'allais dire, de sélectionner l'archive qui, selon nous, a du sens dans l'actualité. On crée une accroche, un extrait de la vidéo qu'on met au début pour que le téléspectateur découvre ce qu'il va le retenir en fait, tout au cours de l'archive. Et cette archive numéro 2 que vous allez découvrir est beaucoup moins travaillée de notre part, dans le sens où on a déjà le matériel qui a été pré-mâché par les services de Philippe. On lance la vidéo, la première. Je ne peux pas faire un pas hors de chez moi ou de ma mairie sans qu'on me pose la question. Et je crois que cette question, on se la pose partout en France. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Alors, chère Marie-Josée Roig, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. La deuxième vidéo, du coup, sur la mixité qui a été diffusée chez nous, qui a fait plus de 2 millions de vues et qui a été diffusée à la période de rentrée scolaire. Donc on parlait déjà de la mixité dans les années 70, je crois. Quand on n'est pas mixte, on fait du mal aux filles, les filles aux garçons. Et puis quand on devient grand, après, on s'entend mal et puis on se divorce. Moi, je dis que les garçons et les filles, on est pareils, on est égales. Je vois pas pourquoi on se séparerait. Que pensez-vous de la mixité? Moi, je trouve que c'est bien de faire mixité parce que quelquefois, on est plus habitué quand on sera grand, quand on rencontre des filles. Eh ben, on sera pas timide parce que quelquefois, il y en a qui font les gros durs. Puis d'autres fois, il y en a qui restent la bouche ouverte. On nous empêchait de regarder les filles. Puis alors, on les regardait quand même. Alors, je crois que depuis que c'est mix, maintenant, bah, on fait plus des trucs comme ça parce qu'on peut se voir et puis tout. Alors, je crois que c'est mieux.
Voilà, je vais conclure sur ce petit chapitre, donc avec, bon, c'est évidemment une petite pépite. Pourquoi aussi éditorialiser ces contenus eh bien pour que le message passe d'autant plus en fait auprès du public. Quand on fait un brand content, c'est ce qu'on se disait en préparant ce workshop, un brand content pour moi c'est pas un spot de pub, c'est pas un film institutionnel non plus qu'on va diffuser sur ses propres réseaux pour parler ou pour servir uniquement ses enjeux internes. Un brand content réussi ressemble pour moi à un programme court à la télévision. On connaît tous du côté de chez vous avec Leroy Merlin qui a existé pendant de nombreuses années. On parle de la maison, mais on ne parle pas forcément de Leroy Merlin. Il y a toutefois un billboard qui vient annoncer que c'est en partenariat avec Leroy Merlin. Nous, on travaille avec Le Bon Coin, on a une série sur les collectionneurs. C'est pareil, on a un logo qui s'affiche au début et à la fin du programme. Mais pendant le programme, il n'y a pas de citation à outrance de la marque. On fait un sujet qui est un sujet qu'on aurait pu fabriquer nous-mêmes. Et d'ailleurs, les journalistes qui font du brand content chez Néo sont les mêmes journalistes qui font des sujets purement éditos sans marque. C'est ça, parce que le risque ou l'erreur, ce serait de finalement faire un spot un peu plus long, mais sans tenir compte de cette éditorialisation et de ces contenus éditoriaux. Oui, en fait, dans un brand content, plus on va faire de la présence de marque affichée, donc avec des logos qui clignotent, avec de la citation de marque, le public en fait n'est pas dupe et perçoit tout de suite que c'est une sorte de publicité. Donc les taux de rétention sont parfois moins bons. On casse la viralité quand on conclut avec des messages de marque. Donc il faut faire ça avec subtilité et d'ailleurs quand la plupart du temps avec nos clients il y a cette intelligence de fabrication. On co-construit ensemble le programme, on va choisir les histoires qu'on aborde, les messages qui vont passer à travers ce programme. Mais c'est important de se dire aussi qu'une vidéo qu'on fabrique pour les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui doit être virale de manière organique. Donc on va partager une vidéo qui va susciter de l'émotion, de l'admiration, ou qui va surfer sur notre histoire commune. Avec les vidéos de Lina, par exemple, on va vouloir rebondir, partager et interpeller ses amis sur les réseaux sociaux en leur disant bah, « regarde, ça te rappelle quelque chose », etc. Et donc si on pousse la logique du brand content, on pourrait... quasiment juste évoquer la marque si elle est suffisamment forte dans son identité audiovisuelle. Oui, et d'ailleurs, bon, toutes les marques n'ont pas les mêmes enjeux de communication. Certaines marques veulent accroître leur notoriété, d'autres veulent communiquer sur la transition écologique, sur de la relocalisation. Alors nous, on est un média en plus ancré dans les territoires et avec tout ce qu'on a traversé, avec la période du Covid, on voit de plus en plus d'acteurs qui veulent dire qu'ils sont présents aux côtés des Français. On a des marques qui veulent dire, nous, on crée du lien entre les gens aussi, parce qu'à l'heure de la dématérialisation, de la livraison. Nous, on recrée du lien. Je pense au Bon Coin, par exemple. Quand on fait une transaction avec le Bon Coin, eh bien, on va rencontrer quelqu'un, il y a un échange qui se crée, et puis on recycle un objet, on lui donne une seconde vie. Merci Arnaud. Philippe Sartori, à l'INA, vous ne faites pas que de l'archive, vous avez aussi une mission de diffusion, et donc vous êtes aussi producteur de programmes courts. Tout à fait. Je crois qu'on a quelques extraits là aussi, juste avant, voilà. Extraits bruts. Je vous laisse les présenter. Oui, on est venu avec 2 extraits voilà, qui vous montrent un petit échantillon de ce qu'on a dans nos fonds et surtout comment on peut extraire cette matière et voir comment aujourd'hui cette matière résonne par rapport à nos problématiques, à nos sujets de discussion, à nos sujets d'actualité. Effectivement, on est producteur sur nos propres services, donc tous les jours, on va utiliser notre archive pour animer nos communautés sur nos différentes plateformes, sur nos chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux. Et puis on va aussi produire des contenus pour les marques. On va aussi, et on en parlera juste après, donner accès à ce contenu à d'autres professionnels qui vont s'en emparer et créer de nouveaux formats. Là, je suis venu avec 2 extraits assez bruts qu'on a diffusés sur YouTube. On va commencer par... les sujets ne sont pas forcément les plus glamour, mais c'est aussi le monde dans lequel on évolue. Donc le premier concerne les Français et le racisme. Donc avec une seule question qu'on se pose en 61, les Français sont-ils racistes? Je vous propose qu'on regarde le témoignage. Si votre fille rentrait chez vous et vous disait papa, je voudrais épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait? Réellement, ça ne me plairait pas du tout. Maintenant, si c'était son désir, je laisserais faire. Un noir, peut-être je dirais non. Non, je ne l'aurais pas envisagé parce que je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Que j'estime que chaque race doit rester entre elles. Je crois que le métis n'est pas une chose à souhaiter. Vous croyez que ce serait pour leur malheur? Je le crois. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, je lui dirais que il y a des blancs quand même sur la terre.
Je sais pas, il me semble que ça ferait quelque chose auprès des amis, auprès des parents, de dire tiens, il a une fille qui s'est mariée avec un noir. Mais il me semble que, après tout, après les avoir connus, ces gens-là, peut-être ce sont des gens, enfin, très bien, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes ce qu'on appelle raciste? Pas tout à fait, non, mais j'estime que chacun doit rester à sa place. Voilà, donc bon, on est dans l'ambiance, mais voilà, c'est là où on mesure qu'il y a eu des évolutions quand même de la société. Voilà, donc, en 60 ans. Voilà, il y a eu un peu de temps de passer. Et effectivement, heureusement, on a progressé. Néanmoins, parfois, enfin, ça reste quand même un sujet évidemment d'actualité. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de la particularité de ce contenu. Il est en noir et blanc, mais en fait, le propos nous embarque tout de suite. Alors effectivement, on est attentif. Il est extrêmement moderne. Et il est moderne. Et il nous parle. Cette question du racisme, on se la pose encore aujourd'hui. Et voilà, et c'est intéressant que des professionnels puissent s'emparer de cette matière et en faire quelque chose et amener une autre lecture. Donc ça, c'est le premier extrait. Deuxième extrait, évidemment, encore d'actualité. On est en 77. Et là, visiblement, les jeunes ont déjà peur de l'avenir. On va jouer l'extrait. J'ai un peu peur de l'avenir parce que tout le monde dit que c'est vrai que la pollution, après, ça va devenir épouvantable. Mes grands-parents disent, nous, on s'en fiche. C'est vous qui allez avoir peur. Parce que là, on est en train de... ça va en décadence et c'est très mauvais. Et puis, il y a la pollution aussi. Et ça, c'est un problème très sérieux. Il faut s'en occuper immédiatement. Parce que si jamais on ne trouve pas une solution dans les... Je vais être optimiste, dans les 150 ans qui viennent, ça va être peut-être beaucoup plus grave que ça n'est maintenant, parce que ça va être vraiment inquiétant. Il faudra s'enfermer chez soi, il ne faudra pas sortir le soir après 8 heures, parce qu'il y aura des cambrioleurs, mais... J'ai peur que Paris devienne une ville très polluée, comme que vraiment, à la fin, on porterait des masques à gaz, ce serait horrible. Bon, voilà. C'est une vidéo qu'on a reprise chez Néo. Voilà, donc super. Et donc effectivement, donc ces deux vidéos, on les a nous publiées sur YouTube. Donc, la première a fait 4 millions de vues, la seconde moins 200 000, mais voilà, ça a bien fonctionné quand même. Et effectivement, ce qu'on remarque tous, c'est le format de ces vidéos, qui sont des formats pour être diffusés sur mobile, format mobile. Oui, après nous, notre travail, enfin, comme les professionnels le font, c'est que l'archive, en tout cas celle de l'INA, on peut en faire ce qu'on veut. C'est une matière brute, vous la découpez comme vous le souhaitez, vous l'éditorialisez comme vous le souhaitez, et donc finalement, ce qui est important, c'est de favoriser le meilleur format pour pouvoir la diffuser un petit peu partout. Donc là, c'est un format effectivement vertical. On peut la mixer avec d'autres médias. Et c'est ça la souplesse aussi qu'on propose aux créateurs de contenu. C'est qu'on ne veut pas être perçu comme un musée. Pas du tout. Ces archives, c'est un matériau vivant. Les créateurs doivent s'en emparer parce que les créateurs ont des choses à raconter, qu'on soit professionnel ou qu'on soit semi-professionnel et youtubeur. Voilà, il y a plein de gens qui ont des choses à dire et nous, notre propos, c'est de dire on est partenaire, votre partenaire en tant que créateur de contenu, utilisez ce patrimoine. Il vous appartient puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est notre patrimoine commun, audiovisuel commun, et il faut s'en servir et le mettre au goût du jour. Voilà. Et justement, voilà, moi je suis professionnel, responsable marketing d'une marque ou influenceur ou youtubeur. Comment j'ai accès à ce contenu et surtout en tant que youtubeur, est-ce que c'est accessible pour moi ? Effectivement. Donc nous, c'est cette question-là et qu'on travaille avec mes équipes, c'est la question de l'accessibilité à ce patrimoine. Voilà, vous nous suivez peut-être sur les réseaux sociaux et donc vous avez accès à pas mal de contenus qu'on édite tous les jours et on est très content. L'autre question, c'est comment ce patrimoine, on peut le partager à d'autres créateurs de contenu. Et donc la solution aujourd'hui qu'on a développée, c'est de créer une plateforme qui leur est dédiée, sur laquelle on va retrouver un certain type de contenu sélectionné par l'INA, choisi par les documentalistes de l'INA. Pourquoi ? Parce que c'est des contenus qui parlent de l'actualité, qui parlent de notre société et donc qui font sens par rapport à différentes thématiques. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, quand on parle de contenu, quand on parle de patrimoine audiovisuel, il y a la question des droits, il y a la question de l'exploitation qui se pose immédiatement. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec des contenus. Et donc, la question qu'on s'est posée et la réponse qu'on a trouvée, c'est de dire il faut effectivement qu'on donne accès à ce catalogue de contenu, ce catalogue d'archives, mais il faut absolument que nos créateurs de contenu n'aient pas de problème de droit. Donc, on a fait tout un travail préparatoire de clearance pour proposer des contenus qui soient tout de suite disponibles, si on peut revenir sur la slide d'avant, disponibles en termes de droit. Donc on est vraiment sur un usage clé en main. Donc le plateforme s'appelle Mediaclip, mediaclip.ina.fr. Vous avez voilà, quelques éléments que je viens de dire à l'écran. Donc c'est un mix entre l'accès à un catalogue, comme si vous alliez sur Netflix, pour faire simple, sauf que ce n'est pas du Netflix, c'est des programmes de l'INA qui ont été fabriqués, calibrés pour le digital, des séquences qui vont faire entre 1 et 2 minutes, qu'on a éditorialisées. Et puis c'est aussi un service personnalisable, parce qu'on peut répondre à des briefs de création. Voilà, Arnaud voilà, peut nous solliciter sur des recherches plus particulières, un youtubeur qui a envie de développer un programme sur tel ou tel sujet, et qui ne trouve pas forcément tout de suite son contenu sur Mediaclip. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu à l'INA, bien au contraire, sauf qu'il n'a pas encore été préparé. On peut le préparer pour eux. Voilà. Mais je complète, généralement c'est assez rapide. Et moi, ce que je trouve bien dans votre plateforme, c'est la facilité d'exploitation. On ne se pose pas la question pendant 36 ans, on met juste dans le panier, on télécharge le clip, c'est payé, c'est un forfait tout compris, et c'est simple, ça me permet d'être réactif. Et ça permet de ne pas avoir à renvoyer des bons de commande. Enfin, voilà. Oui, on l'a pensé pour que ce soit aussi adapté à ces nouveaux usages de production. Comme je le disais, on a moins de temps pour faire les choses. Et ça, faut que de rapidité, d'instantanéité, de facilité de paiement, comme l'a évoqué Arnaud aussi. Tout à fait. Arnaud, vous l'avez dit tout à l'heure, le brand content, c'est une source importante de revenus pour Néo TV. Ouais. Dites-nous un petit peu justement les utilisations que vous faites, soit de Mediaclip, soit d'autres archives ou de production propre au service des marques, et quels sont les formats? Alors, il y a 3 types de formats sur nos réseaux sociaux. On a un format qu'on appelle Fastcam, donc des interviews qui se déroulent en studio sur des fonds de couleurs, des personnalités ou des anonymes. Généralement, ce sont toujours des histoires fortes qui vont captiver le public. On a des sujets desk qui sont des sujets histoire et pour lesquels on sollicite l'INA notamment. Donc on raconte le passé d'une ville, d'un monument, des belles histoires, des héros oubliés. On réalise aussi des sujets plus pédagogiques aussi, avec des stocks d'archives. Et puis on a des sujets mag, en fait, comme à la télévision. Donc là, c'est un journaliste et un caméraman, ou un journaliste tout seul qui part, qui tourne son reportage, qui le monte. Et on a un vrai sujet entre 4 et 12 minutes qui est diffusé sur nos réseaux. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est que quand on a lancé Néo, on s'est dit, on fait un média positif, un média qui parle du patrimoine, du local, des Français tels qu'ils sont, en fait. Ça peut être juste l'histoire d'un couple de boulangers qui a repris une boulangerie dans un village où la boulangerie était fermée. On s'est dit, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien oui, en fait, on se rend compte que les Français ont envie de voir des belles histoires, ont envie de s'informer sur ce qui se passe à côté de chez eux. Certains vont découvrir d'ailleurs une partie du pays qu'ils ne connaissent même pas. Et ces sujets positifs fonctionnent et sont absolument partagés par toutes les classes d'âge. En fait. Aujourd'hui, sur Néo, on ne touche pas que les 15-25, on touche les 15-65 ans sur les différents réseaux sociaux. On est représenté à peu près partout sur la population. On colle à la représentation de l'INSEE avec une légère surreprésentation en Ile-de-France. Mais voilà, on s'aperçoit que quand on fait un sujet archive, et j'imagine que c'est pareil pour vous, les personnes qui consomment ce genre de sujet, ce ne sont pas forcément des très jeunes ou des très vieux, c'est absolument tout le monde, ça nous concerne tous. Très bien, merci. Philippe, Arnaud a un peu dévoilé le sujet, ou en tout cas abordé le sujet tout à l'heure, de la fiabilité de l'information, de la fiabilité de l'image audiovisuelle. Voilà, on parle beaucoup des fake news, la crédibilité des médias et des sources d'information est quand même remise en cause régulièrement. Maintenant, avec les deepfakes, on se pose la question aussi de la fiabilité des vidéos. Comment l'INA peut aider à recrédibiliser l'image vidéo? Et peut-être Olivier, si vous voulez réagir aussi sur ce sujet après. Alors, en effet, c'est un sujet d'actualité auquel on peut être tous confrontés.
soit dans la consommation de contenu, soit dans la production de contenu. Donc il faut faire preuve effectivement de prudence et de vigilance. Moi, ce que je peux dire sur ce sujet qui est quand même assez compliqué, c'est que les archives de l'INA ont été, en tout cas, fabriquées par des professionnels de l'information. Ça, c'est le premier point. Donc en fait, en gros, elles embarquent dans leur ADN un label anti-fake news. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui, à l'époque, et donc sur des époques successives, ont appliqué une méthodologie, respecté une déontologie pour fabriquer tel ou tel sujet. Donc nous, c'est aussi cette garantie, en tout cas au niveau de la source, qu'on amène à nos clients, et sachant que les éléments de nos archives sont identifiés et identifiables. On sait qui est l'auteur, on sait où le sujet a été tourné, quand il a été diffusé, quelles sont les personnes qu'on voit à l'image, qu'est-ce qu'elles disent, etc., etc. Donc, si il y a besoin de faire une investigation, on a les moyens de fouiller. Ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps, mais nous, en tout cas, on a des métadonnées qui permettent déjà de prouver que cette source, elle est fiable et qu'elle s'appuie sur effectivement un savoir-faire journalistique professionnel. Et je pense qu'effectivement, comme Arnaud l'a dit, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on fabrique quelque chose, lorsqu'on fabrique un contenu, notamment lorsqu'on est une marque, de faire attention aux matériaux qu'on utilise, parce qu'effectivement, il peut y avoir un revers de la médaille parfois. Et justement, Olivier, comment vous accompagnez les marques et les entreprises sur ces problématiques de fiabilité, etc., de l'information et l'image audiovisuelle en termes de compétences de formation? Alors en termes de compétences de formation sur la question des fake news, parce que c'est une vraie interrogation, on accompagne évidemment les médias qui nous sollicitent afin de mettre en place des formations qui leur sont dédiées sur comment sourcer, comment tracer, comment identifier et vérifier la véracité d'une information, mais également les entreprises hors médias, les entreprises auxquelles vous vous adressez, sont les entreprises qui nous demandent également des formations sur l'identification des fake news, sur l'éducation aux médias, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, parce que, bon, on va le voir un peu plus tard, mais effectivement, aujourd'hui, toutes les entreprises sont devenues des médias, et en fait, chacune des collaboratrices ou chacun des collaborateurs, que ça aille du président, directeur général jusqu'au chef de projet, en fait, toutes ces personnes sont aujourd'hui des producteurs et des diffuseurs de contenu. Et donc, ils doivent faire attention aussi aux images qu'ils utilisent. Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher telle ou telle image sur un site internet? Est-ce que sur Instagram, j'ai le droit de récupérer ces images? Est-ce qu'elles sont justifiées? Comment je peux m'assurer qu'en tant qu'ambassadeur, entre guillemets, en tant que producteur de contenu pour une entreprise, je ne suis pas en train de véhiculer une fausse information, je ne suis pas finalement en train on va dire d'être contre-productif par rapport au brand content, par rapport à l'image de marque portée par mon entreprise. Merci Olivier. L'un des grands sujets aussi du moment, c'est l'influence. Comment vous accompagnez à la DG Campus, entre autres, les marques sur la question de l'influence? Alors justement, oui, c'est vrai qu'on a vu avec le digital, mais j'enfonce des portes ouvertes, mais on a vu une révolution évidemment. Cette révolution, je le disais, parce qu'elle a transformé chacune et chacun d'un collectif au sein d'une entreprise en tant que producteur, diffuseur de contenu, mais évidemment, elle a transformé aussi les entreprises en médias qui doivent avoir une marque à défendre et qui doivent avoir une audience à conquérir, à conserver, qui doivent avoir également une communauté qui doivent fédérer, qui doivent nourrir avec des contenus. Et tous ces contenus, en fait, il faut les produire. On l'a entendu avec les interventions de Philippe et Arnaud. En fait, il faut les produire. Ça demande des compétences. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises qui ne sont pas du secteur des médias, qui deviennent des médias, viennent auprès de nous en disant comment est-ce qu'on peut faire monter en compétence nos collaboratrices, nos collaborateurs. Et ça, c'est un véritable enjeu. D'autant plus qu'aujourd'hui, chacun peut prendre la parole au nom de l'entreprise, que ce soit avec son réseau personnel, avec les réseaux sociaux. Donc on a eu des demandes je fais écho à la question des fake news, mais on a eu des demandes de formation sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire en termes de contenu. Comment je peux m'exprimer sur un compte personnel et comment je peux m'exprimer sur un compte privé, un compte personnel, pardon, et sur un compte professionnel. Donc il y a tout ce travail qui a été mis en place. Et donc en fait, face à cet afflux de demandes
de compétences, de nouvelles pratiques de la part d'entreprises du secteur hors média, en fait, on a mis en place une nouvelle offre qu'on a adaptée. C'est voilà, c'est celle-ci, avec 200 types de formations, avec 6 domaines. Et ces domaines, en fait, ils racontent bien un petit peu les évolutions qui ont bousculé, qui ont transformé l'entreprise. Que ce soit la conception, la production et l'éditorialisation des contenus, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple de les produire avec des logiciels qui sont très accessibles, avec des outils de tournage ultra légers. Mais en fait, encore faut-il en connaître les codes. On l'a entendu, on l'a compris tout à l'heure lorsque Arnaud nous en a parlé. Évidemment, ça demande des compétences, ça demande des règles. Il y a des règles à connaître, il y a des règles à transgresser aussi, mais pour être transgressé, il faut les connaître. Donc en fait, conception, production, éditorialisation des contenus. Sur la partie de valorisation des patrimoines numériques, évidemment, c'est un peu le cœur du réacteur de l'INA. Donc c'est un domaine sur lequel on est tout à fait légitime. Mais on a vu aussi évoluer des pratiques. Auparavant, l'archive dans les entreprises, notamment hors médias, avait une valeur patrimoniale. On le conservait soit pour des raisons juridiques, soit pour des raisons historiques, soit pour tracer un petit peu. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable révolution. Philippe, tu en as parlé concernant les entreprises du luxe. Aujourd'hui, on voit des entreprises du luxe qui regroupent au sein d'une même structure la direction de la communication et le département des archives. Tout simplement parce que ces archives vont infuser, vont délivrer, vont inspirer les créateurs de ces entreprises de luxe. Et puis vont servir aussi à enraciner l'ADN de l'entreprise, mais également lui permettre de se développer et d'aller un peu plus loin. Et puis aussi la partie des droits des contenus numériques, ça fait partie des choses qui ont été listées tout à l'heure. Le droit des contenus numériques, c'est quelque chose qui est évidemment essentiel parce que qu'on soit juriste de l'entreprise ou non spécialiste, on peut être amené, je l'ai dit, à poster des vidéos. En fait, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Comment je peux utiliser ces vidéos ou pas? Et puis évidemment, la partie technique de l'image et du son, ça évolue énormément. Ça demande des investissements qui sont parfois coûteux pour les entreprises. On a besoin de savoir un petit peu dans quelle direction aller. Est-ce que j'ai besoin d'acheter tel système de management des assets, tel MAM, pour pouvoir gérer mes archives, ou est-ce que finalement un petit ordinateur avec un serveur peut suffire? Et enfin, on a vu aussi évoluer évidemment communication, marketing et transformation digitale et management, parce que les nouveaux outils ont amené des nouveaux comportements en termes d'organisation, en termes de workflow pour les entreprises. Et aujourd'hui, toutes les entreprises fonctionnent un peu comme des entreprises des industries créatives culturelles, c'est-à-dire on a plusieurs personnes qui travaillent ensemble dans une même direction, mais on leur demande d'être à la fois autonomes, à la fois créatifs et en même temps aller dans la même direction. Donc ça demande des capacités de management qui ne sont pas si évidentes que ça et qui font des véritables révolutions aussi au sein des structures. Donc en fait, voilà un petit peu la raison pour laquelle on a fait cette proposition qui s'appelle Influence Média, qui a pour vocation d'accompagner toutes les entreprises du hors média, notamment, pour pouvoir leur permettre de monter en compétences et de passer ce cap de la transformation digitale, de la révolution digitale. Alors, juste quelques petits chiffres derrière, histoire de vous montrer un petit peu l'évolution. Aujourd'hui, on a fait juste rapidement un petit croquis. 2020-2022, quelles sont les différences? En fait, en 2 ans, la demande a été multipliée par 2 de la part des entreprises. Et c'est-à-dire qu'auparavant, on avait beaucoup d'entreprises médias. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises du hors média. Une formation sur mesure, 1/3 aujourd'hui des formations qui sont réalisées sur mesure sont des formations qui sont destinées au hors média. Et les thématiques ont quand même pas mal bougé aussi. Vous le voyez, en fait, en vert, c'est 2020 et en violet, 2022, donc vous voyez, ça bouge un petit peu, et on voit donc tout est à peu près, on va dire en termes de proportion, à peu près étal, mais ce qui a vraiment progressé, c'est tous les thèmes qui sont liés, je vais en parler à l'instant, à la transformation digitale des entreprises et puis à la question du management. On était sur 14%, juste ce chiffre, 14%, aujourd'hui c'est un quart, c'est 25%. Donc en fait, on voit bien que cette révolution digitale, elle insuffle l'ensemble de l'entreprise, dans ses pratiques de management, de fonctionnement, mais également évidemment de brand content, puisque l'ADN de l'entreprise doit passer à travers l'ensemble des contenus qui sont proposés.
Et très concrètement, quels sont les types de formations? Est-ce que vous avez quelques exemples, éventuellement de marques, si c'est possible, à nous citer? Alors oui, donc ça c'était le complément, donc pour que vous voyez un petit peu l'ensemble, mais on peut rester sur ce slide-là pour l'instant, il n'y a pas de souci évidemment. Quelques exemples, alors normalement on ne doit pas citer, mais comme un grand parc de loisirs situé dans l'Est parisien nous sollicite pour former ses collaboratrices et collaborateurs pour élaborer une stratégie de brand content. On a des demandes d'un grand constructeur automobile sur la partie comment créer, organiser et diffuser en live sur le web. Donc on voit qu'on est vraiment sur ces questions qui ressemblent quand même beaucoup à des questions de médias. La question des droits d'Internet et des usages numériques, en fait, c'est une question qui nous a été posée, enfin, plutôt des demandes de formation qui nous ont été demandées, qu'on a réalisées, qui ont été demandées par des entreprises comme, on va citer quand même quelques-unes, Saint-Gobain, Orange, la RATP, SNCF, etc. Donc on voit que ces questions... Que des PME. Que des PME. Mais les PME sont aussi au rendez-vous. Les PME sont au rendez-vous. Mais j'imagine que je suis youtubeur ou instagrammeur, je peux aussi venir vous voir. Il y a une offre de formation pour moi? Absolument. L'ensemble des formations qui sont proposées, dont je vais parler très rapidement et que vous retrouvez sur le site, en fait, l'ensemble de ces formations s'adresse à tout le monde, que ce soit que vous soyez individuel, que vous soyez votre PME, que vous soyez patron d'une grande entreprise. Un exemple de PME, par exemple, c'est en fait, il y a une semaine, on a reçu une demande pour former 4 personnes d'un service communication, une entreprise qui doit avoir 70 personnes, et qui nous a dit, voilà, je voudrais former ces personnes pour créer des vidéos. Donc voilà, on en revient, on boucle toujours sur cette question. Donc comment faire pour pouvoir numériser évidemment les archives, les structurer? Et on a des demandes un peu particulières aussi. Par exemple, alors au-delà de définir sa stratégie de communication digitale, ça c'est pour une très grande entreprise de luxe qui nous a sollicité. Réalité virtuelle, enjeux et production. Alors on pourrait estimer que ce sont des choses qui sont très très éloignées des entreprises qui ne sont pas du secteur. Maintenant, pareil, une entreprise du luxe aussi qui nous a demandé un petit peu comment fonctionner. Et puis d'autres exemples que vous avez ici, des ministères, des institutions ou des groupes comme le CNRS par exemple, qui viennent nous se renseigner pour savoir comment utiliser la communication, comment l'utiliser en respectant la règle. Voilà quelques exemples. Très bien. Et ce sont des formations sur catalogue, mais aussi sur demande, sur mesure. Absolument, ce sont des formations qui sont sur catalogue. Donc, je le disais tout à l'heure très rapidement, on a un référentiel de 200 formations différentes qui vont de l'acculturation, alors un peu de promo, mais ça va de une journée, des formations jusqu'à 140 jours, si jamais il y a besoin de reconversion. Mais on a beaucoup de demandes sur mesure sur une journée, 2 journées, 3 journées maximum, parce qu'évidemment, les entreprises ont des impératifs de production. C'est-à-dire que pendant que les collaboratrices et collaborateurs sont en formation, évidemment, ils ne produisent pas, mais en même temps, ils se préparent pour l'avenir, et ça, c'est pas du temps perdu, sincèrement. Très bien. Merci Olivier Porchereau. Nous approchons du temps imparti pour cet échange, 1 heure. Je vais vous demander de reprendre la parole chacun individuellement. Si on devait retenir qu'une phrase ou que 3 phrases importantes en ce qui vous concerne, peut-être Philippe pour repartir. Oui, en conclusion, moi j'ai envie de dire que, et j'espère qu'on vous a convaincu, c'est que l'archive audiovisuelle, ou en tout cas la patrimoine audiovisuel est un vrai trésor pour les entreprises, pour les marques, et au-delà de la dimension de maîtrise de son histoire et de son héritage, c'est aussi, quand on l'utilise bien, un vrai soutien à l'innovation et à la création. Voilà. Et donc les marques ont intérêt à aller chercher ces pépites qu'elles ont souvent au fond d'un tiroir. Oui, puis elles peuvent venir aussi nous voir, parce qu'on a des choses à partager avec elles, mais effectivement, qu'elles s'y intéressent. Vous voir, évidemment. Arnaud ? Moi, de mon côté, en fait, je conclurai en disant que les marques ont un rôle à jouer dans les contenus éditoriaux, parce que je pense, encore une fois, au champ des métiers de l'artisanat, au groupe Le Bon Coin, avec lesquels on a fabriqué d'incroyables histoires, on a mis en avant des personnages incroyables en France, on a révélé des talents, et grâce à ces marques, les contenus ont pu exister, et je les remercie encore de nous avoir fait confiance, et j'espère qu'on pourra construire du brand content avec Philippe bientôt. Olivier ?
Sur la formation Oui, sur la formation, mais enfin 2 mots-clés qui sont liés à l'évolution du digital et qui ne vous surprendront pas. Professionnalisation et polyvalence. Professionnalisation parce que évidemment ce sont des métiers, on l'a vu, ce qui demandent des compétences, donc il faut former. Et polyvalence parce qu'aujourd'hui, en fait, un documentaliste peut être également, qui était archiviste auparavant et qui est resté un peu dans son coin, aujourd'hui c'est un community manager, aujourd'hui c'est un créateur de contenu, aujourd'hui il est capable de faire un diaporama sonore à partir des images d'archives. Donc en fait, voilà, professionnalisation et polyvalence. Et puis donc voilà, tout simplement miser sur le capital humain, parce que c'est comme ce qui fait la force de l'entreprise, c'est ce qui fait son ADN et ce qui va lui permettre de rayonner aussi. Merci à tous les 3. Merci Philippe Sartori, merci Arnaud Delemel et merci Olivier Porchereau. La parole va être à vous dans la salle et évidemment les internautes qui sont en direct avec nous sur YouTube. Voilà, pour une série de questions-réponses pendant un quart d'heure ou jusqu'à 20 minutes. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question? Oui, un micro peut-être. Merci Ferdinand. Moi, je suis directeur de la rédaction de Stratégie. Je me demandais si vous aviez aussi dans votre réflexion, on parlait beaucoup ce matin de métavers et de ces nouveaux espaces numériques, le Web 3, et comment les archives pouvaient être utilisées dans ce nouvel univers, parce que ça peut paraître, vous le disiez tout à l'heure, ça pourrait paraître antagoniste en fait, ces archives en noir et blanc, mais finalement, elles peuvent être partout en fait. Et est-ce que vous réfléchissez à ça et comment? Oui, on commence à y réfléchir. Alors, il y a une étape avant le métaverse, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est en développement dans des grosses entreprises, et on suit ça de près. L'étape d'avant, c'est celle des NFT, dont on parle beaucoup aussi, qui est finalement le NFT sera un élément du métaverse de demain, c'est un objet, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille, nous, à l'INA, auxquels on pense, parce qu'effectivement, on a fait le plus dur, on a des archives, on a des contenus de qualité, et en fait, quand on parle de NFT ou on parle de métaverse, en fait, on parle juste d'un nouveau cadre en fait, technique d'utilisation, de consommation. Nous, on sait que d'un point de vue juridique, il n'y aura pas de difficulté à embarquer ces contenus sur ces nouveaux univers. Ensuite, la question, elle est plus d'ordre technique. Est-ce qu'effectivement, une archive en noir et blanc peut être bien, comment dire, intégrée dans un univers virtuel qui va proposer du 360, de la 3D. Donc là, c'est plus un défi qu'on va confier aux ingénieurs. Mais nous, on rêve effectivement que nos archives puissent embarquer ces nouveaux mondes. Et l'idée de revivre finalement des temps forts de l'histoire en étant complètement immergé dans celle-ci. Imaginez de revivre, par exemple, la victoire des Bleus en 98, comme si vous y étiez, par exemple. Puis il y a d'autres moments d'histoire, je ne sais pas, un défilé du 14 juillet ou bien la révolution de mai 68, voilà, en cœur de Saint-Michel. Voilà, après nous, on a le contenu, le défi, il est plutôt technologique, et puis après, il restera créatif et éditorial, comment tout ça, on arrive à lui donner du sens, mais en tout cas, c'est effectivement des sujets sur lesquels on réfléchit, le premier étant les NFT. Et donc, effectivement, comment transformer une image 2D en 3D immersif, c'est un chantier énorme pour la recherche et l'innovation chez vous. Oui, ça fait partie de leur sujet. Les autres sujets sur lesquels ils travaillent, c'est comment l'intelligence artificielle peut accompagner et développer la documentation de nos fonds, l'indexation, parce qu'effectivement, le sujet, c'est pas tant de pouvoir... Enfin, c'est aussi être en capacité à archiver énormément de contenu, et on voit qu'on en a de plus en plus archivé tous les jours, et pas uniquement ceux qui viennent du linéaire et de la télévision. Mais l'autre sujet, c'est la qualité de recherche, en fait, et la trouvabilité. Donc il va falloir pour ça avoir énormément de métadonnées pour pouvoir les décrire. Là, aujourd'hui, et c'est la force de l'INA, c'est qu'on a des documentalistes qui font ce travail-là. Et mais voilà, c'est une capacité humaine qui peut avoir ses limites au regard du volume qu'il y a à traiter. Et donc, nos équipes de R&D réfléchissent à intégrer de l'IA pour justement aider l'humain à faire ce travail d'indexation. Plus votre contenu, et on peut aller plus loin, au-delà de l'INA, c'est-à-dire mieux votre contenu audiovisuel est documenté, plus vous vous donnez les moyens de le réutiliser et de le recycler. Encore une fois, pas pour se répéter, mais pour faire quelque chose de nouveau. Donc la question de l'indexation, de la description est fondamentale lorsqu'on parle de patrimoine audiovisuel.
Oui, c'est ça, parce qu'on pense souvent archivage, on se dit on le garde dans une pièce ou dans un serveur de façon conforme, mais il y a tout un travail en amont que vous évoquez, l'indexation, etc. Olivier ? Oui, et de valorisation aussi à travers de nouveaux usages. Tout à l'heure, Philippe, tu parlais de la question de la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de demandes aussi. Les entreprises dont nous parlons sont actuellement en recherche sur ces thématiques. Comment est-ce que je peux faire pour aller sur ces nouveaux terrains, sur le métavers? Comment est-ce que je peux faire pour aller dans la réalité virtuelle? Comment je peux faire pour utiliser et renforcer mes contenus digitaux pour pouvoir en fait impliquer encore plus mon audience, / mon consommateur, / mon client? Donc en fait, il y a vraiment ces demandes et on a vu des expériences qui étaient remarquables. L'autre question qui était soulevée par Philippe à l'instant, c'est la question de la trouvabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le champ des informations, dans le champ des contenus qui existent, c'est un véritable enjeu pour les entreprises de se différencier et d'être en capacité d'être découvert. Et à titre d'information, on est en train de travailler justement pour le ministère de la Culture sur la thématique de comment améliorer la découvrabilité des contenus culturels francophones. Donc voilà, ces thématiques-là, elles sont au cœur des entreprises parce qu'il faut effectivement rester à la pointe, rester on va dire en prospective des usages, mais aussi rester visible et pas s'enfermer et pas être tout au fond du flow. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, un micro. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, je vais rebondir sur l'importance de l'archive, aussi sur une question de sens et la question de la diversité. Alors, la diversité, c'est un sujet, la France, on a un retard peut-être de 50 ans sur la diversité au sein de l'entreprise et au sein aussi de notre société. Là, on a vu un peu, on parlait tout à l'heure de racisme, etc. Sans l'archive, on ne peut pas exprimer notre diversité. Ça, c'est important. Au sein de nos entreprises, alors on parle d'humain, c'est magnifique, on a redécouvert l'humain, mais l'humain, c'est diversité, c'est un schéma mental différent des uns des autres, c'est différentes cultures. Et là, il est temps peut-être aussi de réexploiter l'archive pour parler justement de la diversité de chaque salarié, de sa manière de fonctionner, de sa manière aussi de performer, de créer. Donc là, je pense que c'est un vrai sujet. À l'échelle de la société, c'est encore un vrai sujet aussi de dire que chaque citoyen ici, il est en France, il est issu d'une grande diversité, il a aussi le droit d'exprimer cette diversité, sa sensibilité et sa multiculturalité. Donc, merci Alina, parce que vous êtes faveur et vous avez aussi donné un élan à ce projet que je mène en ce moment sur la diversité en entreprise et la diversité au sein de la société. Je porte ce sujet-là depuis des années et merci de me donner cette occasion aujourd'hui de le porter haut et fort. Je parle à toutes les entreprises qui portent vraiment la vraie diversité et pas du bullshit, vraiment la vraie diversité. Et je parle aussi à toutes les institutions qui parlent et qui, à chaque fois, nous rappellent l'indispensable vivre ensemble. On en a vraiment besoin. Donc, le projet s'appelle Mashup Culture. Donc là, la mixité de nos cultures en faveur de la paix aussi et de vivre ensemble, de la créativité. Merci beaucoup. Merci, madame. Une réaction sur ces questions de... Voilà, les diversités, je pense qu'on peut utiliser le pluriel très clairement, diversité sociale, d'origine ethnique, par rapport au handicap, de mixité. Alors, dans ce domaine, merci, vous avez parfaitement raison sur les deux cas, le fait de vivre ensemble, la force de l'archive en tant que ciment d'un vivre ensemble, une histoire commune qui n'est pas pardon, falsifiée. Si je peux réagir, peut-être aussi une mission de service public en tant qu'institution publique. Absolument. Mais je laisserai Philippe éventuellement. Mais je vais continuer sur la partie effectivement du vivre ensemble, pardon, et également la question de la diversité, notamment en entreprise. Ça fait partie des éléments, des révolutions dont je parlais tout à l'heure concernant le management collaboratif en mode non hiérarchique et à distance, par exemple, qui est une de nos formations. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui importantes et qui émergent de plus en plus dans les demandes qui sont faites de la part des entreprises sur les formations sur mesure. Comment est-ce que je peux faire pour prendre
prendre en compte la diversité, comment je peux faire évidemment pour prendre en compte les situations de handicap, comment je peux faire pour finalement permettre aux collaboratrices, collaborateurs de s'épanouir de leur travail, mais d'aller dans le même sens. Et ça, c'est un véritable enjeu. L'autre enjeu que vous avez souligné en tout début, c'est la question de comment cimenter une société autour des archives. On travaille beaucoup aussi à l'international et en ce moment on a un projet, enfin pas un projet, on est en action, on vient de finir la première année, on attaque la deuxième année au Liban. Et au Liban, c'est un pays qui est merveilleux et c'est un pays aussi qui est merveilleusement, enfin on va dire malheureusement complexe et diverse et un peu maltraité pour le moment par la situation multiconfessionnelle. Enfin, on connaît tout, on sait que le Liban c'est un pays, le pays des plus et des moins. Enfin, grosso modo, que c'est pas simple. Et donc on les accompagne pour pouvoir mieux gérer, structurer, préserver, organiser, éditorialiser leurs archives, de manière à ce qu'il n'y ait pas une faction, une famille, une confession qui s'arroge ces archives, mais bien l'ensemble de la communauté pour se dire, mais finalement, on vient du même endroit, on est dans le même creuset. Et ce type de projet, et là je rejoins votre remarque tout à l'heure, Ferdinand, et ce type de projet fait effectivement partie des missions de service public de l'Institut. Philippe, vous vouliez compléter par rapport à... Pour compléter ce qui a été dit, effectivement, et ça a été dit lors de nos interventions, nous, notre rôle, ce n'est pas uniquement d'archiver pour archiver, vous l'avez compris, c'est aussi de partager ce patrimoine qui nous appartient tous. Donc on a beaucoup parlé de l'usage qui peut être fait par les professionnels, mais au-delà de ça, c'est notre capacité, avec tout ce qu'on produit en tant que média, de sensibiliser toutes les générations à des sujets clés qu'on vit tous les jours. Donc il y a la question de la diversité, il y a la question de l'environnement, de l'écologie, il y a d'autres questions économiques et politiques que nous abordons avec nos équipes éditoriales tous les jours. Et on voit bien que les archives sont des éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe, de décrypter, de ne pas oublier, mais de comprendre ce qui se passe et de pouvoir mieux se projeter. Donc nous, on fait ce travail-là. Arnaud, avec Néo, le fait avec d'autres positionnements. Et nous, ce qui nous plaît, c'est que voilà, il n'y a pas de guerre de chapelle. Nous, ce patrimoine, on le partage, tout le monde a quelque chose à dire et il faut respecter aussi cette liberté de parole. Et on a la chance de l'avoir dans nos pays et d'avoir des médias qui ont cette capacité et des créateurs qui ont cette capacité de proposer des points de vue, des propos sur divers sujets. Nous, notre rôle à l'INA, c'est de le faire aussi en tant que service public, mais c'est aussi de donner les moyens à ces créateurs, à ces entreprises de s'exprimer sur tous ces sujets. Une question dans la salle, madame? Le micro peut-être à madame. Ah pardon, il y avait une première question, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Première question, moi je voulais plus comprendre finalement dans quel raisonnement vous êtes pour accrocher les wagons sans faire de faux pas. C'est-à-dire comment vous faites pour accrocher donc l'histoire de la marque avec un fait d'actualité passé. Est-ce qu'il y a d'abord un gros travail de dérochage, de découpage qui est fait peut-être par vos documentalistes? Et ensuite, c'est à partir de ce travail-là que vous essayez de raccrocher avec le présent, ou est-ce que c'est plutôt le fonctionnement inverse ou les deux? On rentre dans le concret. Peut-être Arnaud, oui, ça me semble intéressant que vous répondiez à cette question. Moi, je ne fais pas le travail de Philippe, c'est-à-dire d'aller chercher la matière première dans les archives et dans le stock. En revanche, je peux faire appel aux archives pour raconter une histoire. Donc ce que je vois par rapport à une marque, ça peut être par exemple l'ancrage régional de cette marque, comment elle a changé la démographie d'une région, d'une ville. Et à travers cette archive, on va pouvoir revivre des moments, on va pouvoir mettre en perspective avec des images fraîches aujourd'hui et voir que grâce à elle, on a développé tout un pan de l'économie, tout un secteur d'activité, on a modernisé des outils. Et après, c'est à Philippe d'aller chercher le matériel d'archives dont on a besoin. Et encore une fois, s'il n'est pas présent sur INA Media Clip, il y a des documentalistes à notre service qui peuvent faire ce travail-là. Philippe? Oui, après, comme on l'a dit, et tu l'as dit, le brain content, c'est pas, on n'est pas dans la promotion en fait. Sinon, je pense que la marque fait une erreur stratégique. C'est-à-dire que si elle est dans un développement de contenu où elle se met trop en avant directement, bah voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas dupe et on arrive à décoder. L'intérêt pour une marque, c'est d'arriver à embarquer ses publics, soit dans de l'information, dans du divertissement, l'amener à engager, parce qu'en fait, c'est ce que la marque souhaite, c'est ce qu'on souhaite tous, c'est créer ce lien avec nos communautés, aller plus loin que la vue, mais aller dans l'échange.
Et donc, par rapport à votre question, nous, on va d'abord bien comprendre quel est l'environnement de la marque, quelle est son identité, qu'est-ce qu'elle veut raconter, qu'est-ce qu'elle fabrique comme produit, comment elle travaille, etc., etc. On va regarder dans nos archives si on a des contenus qui parlent d'elle. Mais même si on n'a pas de contenu qui parle d'elle, on aura de toute façon des contenus qui vont résonner par rapport à son secteur d'activité, par rapport à un savoir-faire, à ses valeurs, etc. Et donc après, toute l'intelligence créative, ça veut dire d'être ensemble avec la marque. Tu emploies cette technique aussi, c'est de co-créer en fait le message. On n'est pas là pour faire entre guillemets du film de commande. On est là pour vraiment accompagner un terrain de communication et justement d'installer l'archive comme un vecteur de communication. Tout à l'heure, le cut sur les enfants qui justement avaient peur de l'avenir. On était en 77, etc. Ça, on peut l'insérer dans un contenu de marque, d'une marque qui justement va amener une solution. Aujourd'hui, va se dire, bah voilà, ça fait beaucoup de temps qu'on en parle et on ne fait rien. Bah nous, en tant que marque, on fait quelque chose. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Cette vidéo a eu tellement de viralité que ça serait intelligent de pouvoir l'utiliser. La marque peut le faire. La marque peut le faire. Après, il faut qu'elle l'embarque de manière intelligente, effectivement, pour que nous, en tant que public, on reçoive correctement son message, qui est de dire « Moi, j'ai une proposition à vous faire sur ce sujet. » Voilà. Oui, on revient aux fondamentaux de la communication, adéquation, communication, attente du public. C'est ça. La marque ne vend pas forcément un produit, elle vend des valeurs. Et à travers le brand content, c'est ça qui est davantage véhiculé. Et elle accompagne des belles histoires qu'on raconte. Voilà. On est loin du spot de pub traditionnel pour vendre un produit. Les valeurs, c'est la clé du brand content. Je crois, ouais. Alors rapidement, parce que madame avait aussi levé la main. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous voulez bien, voilà, madame, puis si on a le temps, on vous redonne la parole après. Merci, bonjour. C'est juste pour savoir si vous avez fait le même travail au niveau des archives par rapport à des archives sur l'Afrique, puisque je suppose que vous avez des archives sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a la même disponibilité des images, le travail que vous avez fait pour les archives en France, la même disponibilité pour ce type d'image? Et plus généralement, Olivier l'a un peu évoqué, l'international, l'Afrique. Alors en fait, on peut avoir des accords de collaboration effectivement avec d'autres gouvernements qui vont nous solliciter pour justement les aider à préserver leur patrimoine audiovisuel, les accompagner dans la mise en place d'une technologie, d'une méthodologie, etc., d'archivage. Dans nos fonds, effectivement, ce qu'on a, c'est ce qui a été produit par la télévision et la radio publique française. Donc on n'accueille pas dans nos fonds des chaînes étrangères, à moins d'avoir négocié un accord. Aujourd'hui, on n'a que les chaînes françaises qui sont, on va dire, archivées. Néanmoins, ces chaînes françaises parlent du monde entier. Enfin, voilà, elles ont un propos qui n'est pas franco-français. C'est ça qui est intéressant. Et je reboucle avec le sujet des fake news. C'est qu'effectivement, derrière tout ça, on a des journalistes qui sont allés sur le terrain, qui ont pu aller au Liban, qui ont pu aller en Afrique, etc., et qui ont ramené des sujets qu'on a archivés. Donc nous, aujourd'hui, par rapport à votre question sur est-ce que des pays peuvent avoir un fragment de mémoire à l'INA, je dis oui. Non, c'est pas ça ma question. C'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que justement ces archives françaises sur d'autres pays sont disponibles de la même manière que les archives que vous nous avez montrées? Ah, tout à fait, oui. Après, si vous voulez, les plateformes qu'on propose permettent à tout à chacun voilà, de venir fouiller dans cette base et effectivement de trouver l'élément que vous recherchez s'il s'agit effectivement d'un contenu sur un sujet qui concerne l'Afrique ou un autre pays. D'accord, merci. Et peut-être pour compléter, dans les médias publics audiovisuels, il y a France 24, RFI, qui ont un long passé audiovisuel. Oui, c'est bien de le rappeler. Effectivement, il y a le groupe France Télévisions au sens large, avec anciennement France Télé, donc Antenne 2, etc., et après et avant au RTF. Mais effectivement, dans les nouveaux canaux, on a France Média Monde, qui est aussi archivé et donc stocké à l'INA, et donc qui propose là pour le coup, c'est leur ligne éditoriale, un vrai regard sur l'international. Olivier, vous vouliez compléter? Oui, juste vous dire aussi qu'on accompagne des médias publics, quelques privés, mais surtout des médias publics, justement d'Afrique, pour pouvoir structurer, préserver leurs archives. Ça peut aller simplement d'une estimation, d'une cartographie d'un fonds, c'est-à-dire savoir
De quoi vous disposez? Quelles sont vos archives? Dans quel état sont-elles? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre rapidement pour pouvoir les préserver, les restaurer? Jusqu'à l'éditorialisation, jusqu'à des préconisations pour construire en dur un centre d'archivage, pour mettre en place un workflow, pour recruter des professionnels, pour former ces professionnels. Donc en fait, il y a toute une gamme qui est déclinée pour les pays d'Afrique, notamment, mais pas que. On fait également des choses en Amérique centrale, Amérique latine, Indonésie, etc. Et peut-être à l'issue de cet échange, vous pourrez continuer à échanger avec Madame ou d'autres. On va revenir à Madame au deuxième rang qui avait encore une question, c'est ça? Et puis, on s'arrêtera après cette ultime question. Oui, je voulais juste rebondir, Philippe, sur un point. À un moment donné, vous avez évoqué l'empreinte carbone. Vous savez, le contexte dans lequel on est, il est assez particulier, où on parle beaucoup de sobriété. Du côté des médias, il y a aussi la charte, vous savez, qui est signée par plusieurs rédactions dans Stratégie. Est-ce que cette réduction de l'empreinte carbone, c'est quelque chose que vous ressentez de plus en plus du côté des marques lorsqu'elles viennent chez l'INA ou... Non, pas suffisamment. Pas suffisamment, mais justement, l'idée, c'est pas de s'appuyer sur cet argument pour essayer de les convaincre d'utiliser de l'archive. Néanmoins, voilà, on va être tous sous contrainte. Voilà, le message est quand même bien passé. Je pense qu'on l'a tous compris. L'archive est un outil supplémentaire pour essayer de réduire cette empreinte carbone. Faut-il qu'elle ait encore du sens par rapport à l'enjeu qui est porté par la marque, hein. C'est pas utiliser l'archive pour utiliser de l'archive et pour effectivement afficher une empreinte carbone positive, on va dire. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, dans les contacts qu'on a avec les marques, c'est pas l'argument premier qu'on reçoit lorsqu'elles s'adressent à nous. L'argument premier, c'est effectivement... on a des choses à raconter, on veut partager notre identité, on veut partager notre histoire, on veut témoigner. Comment vous pouvez nous aider pour répondre à cette problématique? Et effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est quand on leur dit qu'en faisant ça, effectivement, vous êtes dans une production plus raisonnée en termes de contenu, et tant mieux pour tout le monde. Très bien, ça a répondu à vos questions. Une dernière, rapidement. Un micro. Voilà. Oui, merci. Fauzia, la directrice de l'agence Différencie. J'ai quand même envie de parler des jeunes. Parce que nos jeunes, là, il y en a pas mal. Et en passant les extraits, ils étaient là. Je pense qu'ils étaient les plus enthousiastes en regardant les petits bouts sur le racisme et plus sur la question de la pollution de petits enfants et sur la mixité. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Les marques qui veulent toucher les jeunes et les jeunes qui sont encore de plus en plus, qui font attention à ce qu'ils voient et à la publicité pure. Je pense que ce contenu-là, il est aussi intéressant, mais j'aimerais bien aussi... Pardon, oui. Madame, vous avez une question parce qu'on a très oui, peu alors de temps. Voilà, votre question et on aura 2 minutes pour y répondre. Est-ce que dans les briefs des marques, il y a aussi cette envie de creuser dans l'archive pour toucher une cible jeune? Voilà. Oui, évidemment. On n'a pas de... Comment dire ? On reçoit les briefs qui sont des briefs par rapport aux problématiques de communication actuelles des marques. Donc, ça peut concerner effectivement une cible jeune ou une cible plus senior. Tout dépend de l'identité de la marque et à qui elle souhaite s'adresser. Il y a rien d'exotique à recevoir ce type de demande. Au contraire, nous, en tant qu'éditeurs, on essaye effectivement d'intéresser les jeunes générations à ces contenus, d'où nos efforts à être présents sur toutes les plateformes. On a vu quelques chiffres en amont où on est présent sur les plateformes les plus importantes, mais on est aussi sur les plateformes les plus récentes, notamment sur TikTok où on fait des tests. À chaque fois, il y a la question aussi de l'écriture qui se pose. Il faut à chaque fois adapter le format, etc. Mais on voit que l'archive parle à tout le monde. Parfait, merci pour vos questions. Merci à tous les trois pour votre intervention. Vous pouvez les applaudir. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité de ce workshop en ligne normalement dès demain. Les personnes inscrites recevront normalement un email les alertant.
Et voilà, et je vous encourage, alors bien sûr sur la chaîne YouTube de Stratégie, j'imagine sur l'une des 42 chaînes, ce que j'ai découvert, YouTube de l'INA. Voilà, merci à tous les trois, merci Philippe Sartori, merci Arnaud Delemel, et merci Olivier Porchereau. À bientôt. Merci.